Pensez à ça une seconde. Et si la prochaine Grande Guerre n'avait pas lieu sur un champ de bataille, mais directement derrière nos écrans? C'est exactement ce qu'on explore aujourd'hui. Comment les tensions géopolitiques au Moyen-Orient sont en train de déclencher une guerre silencieuse, mais vraiment dévastatrice, la cyberguerre. Alors, comment tout ça a commencé? On recule au 28 février 2026. En l'espace de quelques heures, tout a basculé. Des frappes militaires qui ont déclenché une réaction en chaîne. Mais attention, pas seulement avec des missiles. Non, un tout nouveau front venait de s'ouvrir, le front numérique. Le truc, c'est que chaque fois que des bombes tombent quelque part dans le monde, une guerre complètement invisible commence dans le cyberespace. C'est un champ de bataille sans frontières où un pirate, à des milliers de kilomètres, peut sérieusement faire autant de dégâts qu'un soldat sur le terrain. Et le Centre canadien pour la cybersécurité est pas mal clair là-dessus. Une cyber-riposte majeure de la part de l'Iran, c'est pas juste une possibilité, c'est une quasi-certitude. Faut comprendre que les cyberattaques, ce n'est plus juste du piratage, c'est devenu une extension directe de la politique et des conflits militaires. OK, mais ça ressemble à quoi concrètement, une cyber-riposte? Oubliez tout de suite l'image de hacker seul dans son sous-sol. Non, non. On parle ici d'une offensive super coordonnée sur plusieurs fronts puis qui est conçue pour une seule chose, semer le chaos. Les services de renseignement canadiens ont ciblé 4 menaces principales. Pensez-y. D'un côté, on a des attaques pour paralyser nos infrastructures, comme les centrales électriques ou les systèmes d'aqueduc. De l'autre, des attaques qui visent directement les gens, avec du harcèlement en ligne. Chaque tactique a pour but de fragiliser un pilier de notre société. Et en affichant publiquement son soutien aux frappes, le Canada s'est carrément mis une cible dans le dos. Il est maintenant dans la mire des groupes de pirates pro-iraniens. Leurs attaques sont peut-être pas les plus sophistiquées au monde, mais elles sont faites pour être bruyantes, pour être visibles et surtout pour créer un maximum de perturbations. Pour bien saisir la menace, il faut absolument comprendre comment ces gens-là opèrent. C'est pas de l'improvisation, ils ont un véritable manuel de stratégie qu'ils appliquent avec une efficacité qui fait peur. Une de leurs rames les plus puissantes, ce n'est même pas une ligne de code, c'est la psychologie. Ils sont des pros de l'ingénierie sociale. Ils peuvent passer des semaines, même des mois, à bâtir une relation de confiance sur un réseau comme LinkedIn, juste pour exploiter cette confiance-là à la fin. Souvent, la plus grande faille de sécurité, c'est l'humain. Et ça va souvent de pair avec l'hameçonnage ciblé, qu'on appelle aussi le spear phishing. C'est des courriels hyper convaincants envoyés à des personnes bien précises pour les amener à donner leur nom d'utilisateur et leur mot de passe. Et hop, la porte est ouverte vers des réseaux ultra sensibles. Mais tu sais, c'est pas toujours aussi subtil. Des fois, les attaquants font juste scanner l'Internet au complet à la recherche de cibles faciles. Des systèmes qui sont pas à jour, des mots de passe trop simples comme password 123, c'est la base du piratage, mais c'est encore terriblement efficace. Une fois qu'ils sont rentrés, ils ont pas mal deux options. Soit ils font du bruit, soit ils brûlent tout. D'un côté, il y a les attaques perturbatrices. L'exemple classique, c'est l'attaque des DOS. Imaginez des milliers de personnes qui essayent de rentrer dans un magasin en même temps. La porte est bloquée, puis personne passe. C'est ça. De l'autre, tu as les attaques destructrices qui vont carrément crypter ou effacer des données pour de bon. Mais bon, tout ça, concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous? Parce que ces menaces-là, elles ne restent pas dans le monde virtuel. Non, non. Elles ont des conséquences bien réelles sur des services dont on dépend à tous les jours. Et en ce moment, ces services-là sont sur un pied d'alerte. Le secteur financier, lui, il est sur la ligne de front. On parle de tout ce qui gère notre argent, les paiements, les banques, la bourse. Comme le dit Todd Klessman de la SIFMA, l'industrie est toujours sur ses gardes, mais avec les tensions actuelles, disons que le niveau d'alerte est à son maximum. Puis ça date pas d'hier. Un rapport de 2025 montrait déjà que la finance était la cible numéro 1 de ces attaques en 2024 à cause de l'activisme lié aux conflits mondiaux. Ça montre bien à quel point ce secteur-là est exposé. Le potentiel de perturbation est juste énorme. Pour donner une idée, en 2023, une seule attaque par rançongiciel réussit à perturber le marché des bonds du Trésor américain. On parle d'une seule attaque qui peut avoir des impacts sur l'économie au complet. Alors, face à une menace pareille, comment est-ce que les institutions critiques peuvent se protéger? L'idée, ce n'est plus juste de construire des murs plus hauts. C'est de savoir comment survivre quand l'ennemi est déjà à l'intérieur. Cette nouvelle stratégie-là porte un nom, la cyber-résilience. Le but, c'est plus d'essayer d'être une forteresse impénétrable. Ça, on oublie ça. C'est impossible. C'est plus comme être un boxeur. On sait qu'on va recevoir des coups, mais l'important, c'est d'être capable de les encaisser, de rester debout et de se relever le plus vite possible. En pratique, ça veut dire quoi? C'est un plan en 5 points, un cycle qui recommence tout le temps. D'abord, on établit des règles du jeu claires. Après ça, on identifie nos points faibles. Ensuite, on protège ce qu'on a de plus précieux. On s'organise pour détecter une attaque dès les premières secondes.
Et finalement, le plus important, on a un plan d'urgence prêt pour tout remettre en marche le plus vite possible. Et tout ça, ça nous amène à une question vraiment essentielle pour l'avenir. Alors que les guerres se passent de plus en plus en ligne, est-ce que notre capacité à survivre à une cyberattaque, notre cyber-résilience, n'est pas en train de devenir, au fond, la nouvelle définition de la sécurité nationale?